Bonjour. Et non, pas d'intro rigolote aujourd'hui, je voulais juste vous prévenir que cette vidéo est la toute dernière de l'année, je vais me prendre un petit peu de repos pendant les fêtes et je reviens avec de nouveaux épisodes au cours du mois de janvier. Par contre, je vais quand même sortir une petite vidéo un peu après le nouvel an pour vous présenter le bilan de l'année qui vient de s'écouler et vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne en 2021. Du coup, si vous avez des questions sur la chaîne, les vidéos ou autre chose, posez-les-moi ici dans les commentaires et j'y répondrai à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, c'est parti. Attends. Quoi? Je peux quand même faire une petite blague, s'il te plaît? Vas-y. Pourquoi la petite fille tombe de la balançoire? Je sais pas. Parce qu'elle a pas de bras. Ça y est, nous y voilà, Bulbizarre, mon Pokémon préféré. Et celui de pas mal de monde en fait. En effet, le petit monstre vert est très bien situé au classement du Pokémon de l'année 2020, se hissant sur la 3ème marche du podium de sa région et occupant même la 13ème place toute génération confondue, devançant une énorme majorité des près de 900 créatures de la licence. Pas si étonnant dans la mesure où Bulbizarre n'est ni plus ni moins que l'une des têtes d'affiche et des mascottes de l'univers de Pokémon. Cependant, très loin de se limiter à sa popularité et à son joli minois, le tout premier Pokémon du Pokédex profite de multiples inspirations qui ont abouti à sa création, et qui vont nous permettre d'aborder pas mal de sujets tout à fait passionnants. Et vous savez quoi? On commence tout de suite. Alors, en premier lieu, en observant ce Pokémon et en se penchant sur son étymologie, on peut en déduire que Bulbizarre est un dinosaure? Ah oui, tu fais référence au suffixe zor du nom anglais de Bulbizarre et de ses évolutions, qui provient de Saora, lézard en grec ancien, et qu'on retrouve souvent dans les noms de dinosaures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais mais non. Et oui, en y regardant de plus près, on remarque que la famille de Bulbizarre est en réalité bien plus proche des amphibiens que des reptiles ou des dinosaures. Ah ouais, en effet. Du coup, c'est quoi? Des crapauds? Des grenouilles? Alors, c'est compliqué à dire. Avant toute chose, il est important de noter que crapauds et grenouilles sont des noms vernaculaires, c'est-à-dire des noms communs sans fondement scientifique ou taxonomique. Ainsi, les termes grenouille et crapaud utilisés ici pour simplifier le débat ne désignent pas des familles, des genres ou des espèces, mais plutôt de très nombreux animaux faisant partie de l'ordre des anoures, un clade d'amphibiens sans queue et pour la plupart carnivores. Pour en revenir à notre sujet initial, on peut regrouper les principales différences entre crapauds et grenouilles dans le tableau suivant. Les crapauds ont la peau sèche, épaisse et verruqueuse. Leurs pattes arrière sont courtes et peu musclées, leur permettant de ne réaliser que des petits sauts. Ils vivent principalement sur la terre ferme et les femelles pondent des œufs en filaments qui vont se loger au fond d'un point d'eau. Les grenouilles, quant à elles, ont la peau humide, fine et lisse. Leurs pattes arrière sont longues et très musclées, propices aux grands sauts et aux plongeons. Elles ont un mode de vie aquatique et les femelles pondent leurs œufs en petits tas à la surface de l'eau. Une autre différence majeure se trouve au niveau de la toxicité de ces spécimens. Se manifestant par un poison sécrété par la peau et servant quasi systématiquement non pas d'arme de chasse mais de système de défense, elle est présente chez tous les crapauds. Les grenouilles, quant à elles, ne sont pas toutes venimeuses. Donc un crapaud, c'est plus dangereux qu'une grenouille? Eh ben, pas forcément. Prenons le cas des dendrobates, une famille d'amphibiens originaires d'Amérique centrale et du Sud. De petite taille, de couleur vive, ayant souvent la peau couverte de taches rappelant celles de Bulbizarre et vivant généralement dans les forêts tropicales, les quelques 170 espèces de cette famille sont toutes toxiques. La plus célèbre et dangereuse d'entre elles, Phyllobates terribilis, est d'ailleurs un cas d'étude fascinant. Endémique de la côte pacifique colombienne, celle-ci sécrète un poison appelé batrachotoxine, qui, lorsqu'il pénètre dans le sang de ses victimes, même en faible quantité, provoque inévitablement une paralysie qui aboutit à la mort de l'individu. Ce venin est si puissant qu'il est utilisé depuis des générations par certains groupes amérindiens du peuple Choco. En effet, les tribus Noanama et Mbera ont pour habitude d'empoisonner les flèches de leurs sarbacanes, en frottant leurs pointes sur le dos de Phyllobates terribilis vivantes afin de les imbiber de substances toxiques. Une technique redoutable qui permet à leurs chasseurs de tuer des animaux aussi gros que des tapirs. Mais ils vont pas s'intoxiquer en mangeant la viande? Et non, les toxines sont détruites lors de la cuisson. Ah, pratique. Et ouais. Mais donc finalement, Bulbizarre dans tout ça, on le met où? Eh ben, en reprenant les caractéristiques que l'on vient d'évoquer, on peut dire que Bulbizarre est un hybride de crapaud et de grenouille. Mais bon. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, y a un petit quelque chose qui m'empêche de m'arrêter à ça. Quoi donc? Les dents. Ouais, mais il faut de la liberté artistique aussi. Ouais, en effet, mais là c'est pas le cas. Remontons quelques années en arrière, environ 260 à 270 millions, au cœur du Permien moyen. Durant cette période apparaissent des animaux herbivores faisant partie des ancêtres de nos mammifères actuels.
À l'origine de petite taille, à l'image du Dictodon ou du Robertia, ces thérapsides ont progressivement évolué pour devenir peu à peu des animaux plus imposants, comme les Lystrosaurus, les Cadmeyeridés ou encore le titanesque Lysowithia boyani. Dotés d'une tête massive et d'une petite queue, ils se caractérisent par leur bec orné de 2 dents apparentes, leur permettant d'extraire les racines du sol et leur ayant conféré leur nom de clade, Dicynodonte signifiant 2 dents de chien. Légère coïncidence, vous ne trouvez pas? Non. Mieux encore, une espèce de dicynodonte récemment découverte et ayant vécu il y a environ 250 millions d'années a été nommée en 2017 Bulbasaurus phylloxyron, signifiant littéralement reptile bulbeux, rasoir à feuilles. Ah ouais, quand même. Et oui, cette appellation fait évidemment penser au nom anglais de Bulbizarre et à sa célèbre attaque tranche-herbe, razor leaf en anglais, littéralement feuille rasoir. Néanmoins, ici, l'appellation rasoir à feuilles est en réalité basée sur le bec coupant de l'animal, et la particule Bulbasaurus fait référence à ses bosses nasales et non pas au bulbe du Pokémon. Tiens, d'ailleurs, à propos du bulbe, faudrait peut-être en parler, non? En effet, j'ai jusqu'à présent laissé de côté volontairement l'aspect végétal de Bulbizarre, mais il est désormais temps de nous y intéresser. Et oui, difficile de ne pas en parler, Bulbizarre est doté d'un magnifique bulbe qu'il porte sur son dos. Enfin, qu'il porte. Pas vraiment. Voyez-vous, la dualité animale-végétale de cette créature débute dès la fécondation. À la base, la plante n'est qu'une simple graine plantée dans le dos du nouveau-né. Par la suite, celle-ci grossit de jour en jour, profitant du temps que passe son hôte au soleil pour pratiquer la photosynthèse, c'est-à-dire pour synthétiser de l'énergie solaire en glucides nécessaires à sa croissance. Ainsi, après quelques temps, la petite graine originelle se transforme en un splendide bulbe vivant en harmonie avec le Bulbizarre. En harmonie? Et oui, le bulbe et le petit monstre vivent en harmonie, ils cohabitent et grandissent ensemble. Les cellules végétales et animales fusionnent, et l'un et l'autre s'apportent réciproquement des moyens de défense et une source d'énergie. Ah ouais, c'est là qu'on voit que c'est de la fiction, hein. Oh, mais détrompe-toi, car on peut observer ce genre de comportement dans la nature. En effet, ce phénomène est qualifié de relation symbiotique mutualiste, une cohabitation directe entre 2 organismes d'espèces différentes qui bénéficient tous les deux de la situation. C'est d'ailleurs un système assez courant dans le monde végétal. Par exemple, le lichen est l'association d'une algue et d'un champignon, la première nourrissant le second et le second préservant l'humidité de la première. Ou enfin non, c'est un champignon, c'est pas incroyable. Oh, je sais qu'il en faut plus pour t'impressionner, mais ça tombe bien, parce que j'ai l'exemple parfait. Résidant dans les mares, étangs et bois du sud-est du Canada et de la partie est des États-Unis, la salamandre maculée est un petit amphibien du genre Ambystoma. Mesurant de 15 à 25 cm, elle est une spécialiste de la survie, échappant aux prédateurs en passant la majeure partie de son temps enfouie dans le sol, sous des feuilles ou sous du bois mort. En cas d'attaque, elle sécrète un liquide toxique grâce à des glandes situées sur son cou et son dos. Mieux encore, fait caractéristique des salamandres, elle fait preuve de capacités régénératives exceptionnelles, étant capable de survivre à la perte d'une partie de ses pattes, de sa queue ou même de sa tête, de ses organes et de son cerveau, en faisant repousser de nouveau, moyennant la perte d'une grande quantité d'énergie. Cependant, ce n'est même pas ça le plus impressionnant avec cette petite créature. En effet, au printemps, la saison des amours, des centaines de salamandres maculées migrent vers un étang pour se reproduire. L'accouplement accompli, les femelles pondent alors simultanément jusqu'à une centaine d'œufs qui vont se déposer et s'accrocher aux plantes aquatiques. Au départ transparents ou blancs, ces œufs adoptent progressivement une étonnante couleur verte qu'ils doivent à une algue présente à leur surface et dans les embryons. Cette algue, Oophila amblystomatis, apporte par photosynthèse de l'oxygène supplémentaire aux embryons, qui lui fournissent en retour des déchets riches en azote. À l'éclosion, l'algue passe dans le corps de l'amphibien, vivant à l'intérieur même de ses cellules, chose normalement impossible pour un vertébré dont le système immunitaire rejette tout corps étranger. Toujours est-il que cette endosymbiose est bel et bien réelle et permet ainsi à la salamandre maculée d'être à ce jour le seul vertébré connu capable de photosynthèse. Ah ouais, mais c'est fou une collaboration comme ça quand même. Eh oui. Mais en ce qui concerne notre petit Pokémon, malheureusement, la coopération équitable ne dure qu'un temps. Ah ouais? Eh oui. Certes, Bulbizarre et son bulbe forment une relation symbiotique mutualiste parfaite, qui leur permet de grandir et d'évoluer en un Herbizarre et son bourgeon chez qui la collaboration continue. En revanche, lorsqu'un Herbizarre évolue en Florizarre, la situation prend un bien sombre tournant. En effet, le bourgeon éclot en une énorme fleur. Et cette fleur, c'est celle de la Rafflesia arnoldii, une plante parasite. Voyez-vous, contrairement à la symbiose mutualiste dans laquelle les deux individus tirent bénéfice l'un de l'autre, le parasitisme ne profite qu'à un seul organisme, le parasite. Pour le second, l'hôte, cette relation est uniquement synonyme de conséquences néfastes, voire funestes. Dans notre cas, la Rafflesia arnoldii parasite les lianes tropicales.
Immisçant sa tige et ses racines à travers son hôte, elle se développe aux dépens de ce dernier pendant 1 à 2 ans, période au terme de laquelle un bouton floral émerge de la plante parasitée. Celui-ci grossit pendant plusieurs mois, atteignant finalement la taille d'un ballon de basket. Suite à cela, il éclot, dévoilant alors une fleur immense, la plus grande au monde, mesurant jusqu'à 1 mètre de diamètre pour 11 kg sur la balance, et qui ne reste ouverte que 6 jours par an au maximum. 6 jours, c'est pas un peu court? Si, un petit peu. Et c'est pour cette raison que pour assurer sa reproduction durant ce laps de temps très réduit, la Rafflesia a développé une technique pour le moins originale. En effet, lors de l'éclosion de son bouton, la fleur dégage une très forte odeur de charogne. Ce fumet si peu délicat attire ainsi de nombreux insectes, principalement des mouches, qui se chargent volontiers de sa pollinisation. C'est d'ailleurs ce parfum si particulier de la Rafflesia arnoldii qui lui a conféré son petit surnom de fleur cadavre. Dès lors, la Rafflesia trônant sur le dos de Florizarre ne vivrait-elle finalement pas aux dépens de son hôte, l'écrasant de tout son poids et se nourrissant de l'énergie vitale de ce Pokémon, l'amenant lentement et cruellement vers une mort certaine, transformant ainsi une relation symbiotique mutualiste parfaite en un simple et cruel parasitisme? Qui sait? Quoi qu'il en soit, mutualisme ou parasitisme, animal ou végétal, grenouille ou crapaud, thérapside du Permien ou amphibien contemporain, une chose est sûre, Bulbizarre est purement et simplement sans conteste le meilleur Pokémon de tous les temps. C'est un peu subjectif comme conclusion, non? Totalement. Et j'imagine que tu t'en fous? Ah, complètement. Et voilà, ça y est, mon équipe Pokémon est enfin complète. J'espère vraiment que cette série de vidéos vous aura plu. De mon côté, j'ai adoré la réaliser et je compte bien continuer à vous parler des liens entre notre monde et celui de Pokémon, alors soyez au rendez-vous. Comme d'habitude, pensez à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo à vos amis et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous invite aussi à aller regarder les précédents épisodes si vous ne les avez pas vus et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune actu. En attendant, je vous donne rendez-vous au début du mois de janvier et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était l'Explorator, à plus tard.